L'île de Pâques. Isolé en plein océan Pacifique, ce gros rocher volcanique est surtout connu pour ses géants de pierre dressés sur des autels monumentaux. Mais il subsiste des énigmes. Pourquoi la forêt de l'île a-t-elle disparu ? Pourquoi les statues géantes ont-elles été renversées et pourquoi la carrière d'où elles étaient extraites semble avoir été abandonnée du jour au lendemain ? Pour certains scientifiques, ce drame écologique serait à l'image de ce qui nous attend si nous ne prenons garde à notre environnement. Depuis l'an 2000, des équipes pluridisciplinaires fouillent le sous-sol de l'île afin de comprendre son destin. Chaque campagne apporte son lot de nouvelles découvertes et de surprises qui permettent aujourd'hui d'ébaucher une nouvelle histoire de l'île de Pâques, bien différente du scénario catastrophe communément admis. Tout commence en Belgique dans les années 1930 au Musée royal d'art et d'histoire du cinquantenaire à Bruxelles où travaille un certain Henri Lavacherie. L'île de Pâques et ses statues mystérieuses le fascinent. Son petit-fils, Thomas, s'est plongé dans les archives de son grand-père pour reconstituer l'histoire de ce qui devint la plus célèbre étude de l'île de Pâques de cette première moitié du XXe siècle, connue sous le nom d'expédition franco-belge. Un érudit français, Guillaume de Hevesy, avait établi un rapprochement entre une écriture qu'on trouve à l'île de Pâques, je dis écriture, c'est m'avancer un petit peu, toujours est-il qu'en 1930, on a fait des fouilles dans l'Indus, à Mohenjo-Daro, et que sur des petits seaux en albâtre, on a trouvé une écriture qui ressemblait assez fort à celle qu'on trouve sur ces tablettes en bois de l'île de Pâques. D'où l'idée qu'il y avait peut-être un lien entre l'ancienne civilisation de l'Indus et l'île de Pâques. Et mon grand-père, ainsi que Paul Rivet, qui était à l'époque conservateur du musée du Trocadéro à Paris, ils ont tous les deux eu l'idée qu'il fallait faire des fouilles à l'île de Pâques pour aller vérifier ce rapprochement, et dans l'espoir de trouver sous le sol de l'île de Pâques les traces d'une grande cité antique correspondant à ce qu'on pouvait trouver dans l'Indus. L'expédition partit en 1934, mais lors d'une escale en Patagonie, l'archéologue français mourut des suites d'une maladie. Le Suisse, Alfred Métraux, et le Belge Henri Lavacherie furent donc les seuls à débarquer sur l'île de Pâques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mon grand-père a assumé tout seul la partie archéologie, Métraux se chargeant de l'ethnographie. Les deux hommes n'avaient pas les mêmes idées. Alors que Lavacherie rêvait d'une civilisation disparue, Métraux était persuadé que les statues géantes avaient bel et bien été sculptées par les ancêtres de la population actuelle. Donc il y avait opposition, ils auraient pu se bagarrer, et finalement ça ne s'est pas fait, parce qu'ils se sont très très bien entendus, et surtout parce que Métraux n'a pas eu très difficile à convaincre mon grand-père du bien fondé de sa théorie à lui. La France et la Belgique avaient reçu du gouvernement chilien, dont l'île de Pâques dépend, le droit d'emporter 2 statues. Si la France se contenta d'une tête, Henri Lavacherie décida de ramener une statue entière à bord du Mercator, chargé de récupérer l'expédition. Lavacherie porta son choix sur une statue de plus de 2 mètres de haut et d'environ 6 tonnes. Et le 14 mai 1935, la statue arrive à Bruxelles. Mais 65 ans plus tard, on ignore toujours tout de cette statue. De quand date-t-elle ? Quelle est sa signification ? Quelle est son histoire ? Des questions que ne peut s'empêcher de se poser Nicolas Coe, spécialiste de la préhistoire et de l'Océanie. Seule l'archéologie peut nous dévoiler quelques pans de ces mystères. Nicolas Coe pense qu'un simple examen de la statue est insuffisant et qu'il faut retourner sur le lieu même où elle fut prélevée.
En 2000, nous avions comme problème la compréhension de la statue conservée à Bruxelles, qui a été ramenée en 1935 sur le Mercator. Statue, donc on connaissait l'endroit d'origine, précis, sur l'île de Pâques, mais pour lequel on ne savait rien. Or, cette statue est assez atypique. Elle a une forme un peu originale, elle ne ressemble pas à la plupart des statues de l'île de Pâques. Et nous avons voulu, en fin de compte, savoir ce qu'était possible de connaître de ces statues. 75 ans après l'expédition franco-belge, les archéologues sont de retour à Rapa Nui, nom polynésien de l'île de Pâques. Il n'y existe qu'une seule ville, Hangaroa, à peine une grosse bourgade de 4000 habitants dont environ la moitié est d'origine pascuane. Pour cette population, découverte en 1722 par un navigateur hollandais, l'arrivée des Européens fut une véritable malédiction, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Après avoir subi la déportation, l'esclavage et les épidémies, il ne restait plus que 111 indigènes en 1877, principalement des enfants. Toute transmission de la mémoire de l'île avait été coupée. Au début du XXe siècle, l'île fut transformée en un immense élevage de moutons et les Pascuans enfermés derrière des barbelés dans le village de Hangaroa. Ce n'est qu'en 1963 que les habitants purent enfin reprendre leur destinée en main. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Plus de 50 000 visiteurs débarquent chaque année pour voir les fameux moaïs, ces statues légendaires reproduites sous toutes les formes possibles et imaginables à l'intention des touristes qui représentent la principale ressource économique de l'île. Les guides touristiques parlent d'une catastrophe au début du XVIIe siècle suite à l'abattage de tous les arbres de l'île pour déplacer les statues. S'en serait suivie une famine menant à la guerre entre clans et à la destruction violente des monuments. Les quelques statues que l'on peut voir debout, posées sur de grands monuments en forme d'autel que l'on nomme aou en polynésien, ont en fait été restaurées récemment, car depuis le milieu du XIXe siècle, il ne restait plus la moindre statue dressée sur son aou. C'est dans ce contexte que les archéologues belges entreprennent une première fouille sur un site proche de Hangaroa. C'est ici, à Orongo, qu'a été enlevée la statue aujourd'hui conservée à Bruxelles. Cette statue provient d'un petit monument que nous avons trouvé en fouille en 2001, aujourd'hui caché parce que nous avons refermé la fouille, mais ce petit paquet de pierres là derrière moi. Monument dont on a pu montrer qu'il avait été presque totalement occulté par la construction d'un monument postérieur, très grand, qui est ici au-dessus. Et la statue, qui émergeait des ruines, a été prise en 1935, mise sur un radeau et transportée jusqu'au Mercator. Mercator qui mouillait un peu au large, à peu près à l'endroit où se trouve le cargo aujourd'hui. Henri Lavacherie, qui ne pouvait pas se douter de l'histoire de cette statue, mais lorsque nous avons été fouillés là, nous nous sommes rendus compte qu'elle appartenait non pas au monument visible en surface, tel que Henri Lavacherie le pensait, mais à un monument antérieur qui était partiellement sous le monument encore visible en surface aujourd'hui à l'île de Pâques. L'archéologie, c'est toujours des surprises. On cherche quelque chose et on trouve autre chose. En réalité, ces statues proviennent d'un monument qui était complètement caché par des sédiments. Chose qui jusque-là était inconnue à l'île de Pâques. On ne connaissait que les monuments de surface et on pensait que tout était en surface. On avait l'impression que très vite, si on grattait un petit peu, on tombait sur les coulées de lave, sur la roche-mère, et que donc il n'y avait pas d'espoir de trouver des monuments en stratigraphie. Donc nous avons eu la chance, là, en 2000 et 2001, de tomber sur un monument complètement enfoui dans du sédiment, ce qui est pour un archéologue évidemment un rêve, puisqu'on a un contexte sédimentaire qui permet d'organiser toute la datation, la reconstitution de l'environnement, des choses pareilles. Et ce monument est actuellement un des plus vieux retrouvés en stratigraphie à l'île de Pâques. Et on a pu le dater, puisqu'on a retrouvé des charbons de bois associés aux sédiments qui enfermaient ce monument. On a pu le dater de la fin du XIIIe siècle, début ou courant du XIVe siècle. Vu sa taille, sa dimension, elle fait quand même plus de 2 mètres de haut. Il n'est pas certain que ce soit vraiment la plus ancienne statue, mais c'est la seule dont le contexte ancien soit connu pour le moment.
Cette fouille apporte un nouvel éclairage sur l'histoire de l'île de Pâques. Y aurait-il eu plusieurs phases dans l'histoire pascuane dont seule la plus récente serait encore visible en surface ? Déjà, en 1993, lors de fouilles préparatoires à la reconstruction d'un immense monument situé le long de la côte sud-est de l'île, l'archéologue chilien Claudio Cristino avait pu constater la présence de monuments plus anciens sous la houe principale, sans pouvoir approfondir la question. Aho Tongariki, c'était le plus grand monument jamais construit à l'île de Pâques. Et aussi, je pense que c'est un des monuments les plus importants, des monuments à caractère religieux les plus importants de la Polynésie entière. Du point de vue strictement archéologique, les résultats nous montrent qu'il s'agissait d'un monument qui a évolué pendant 4 ou 5 siècles, qui a commencé par des petits monuments qui ont été juxtaposés et finalement on est construit sur les deux Aho anciens, cette énorme structure. Et on a des dates pour la première occupation, pour les premières constructions, aux environs du XIVe siècle. Et on n'a pas de datation précise pour les monuments finaux, mais sans doute il s'agit d'un monument du XVIe, XVIIe siècle. Sur l'île de Pâques, les Ahous correspondaient généralement à l'emplacement des différents villages répartis le long des côtes. Les pratiques étaient-elles les mêmes d'un village à l'autre, d'un côté de l'île à l'autre ? Jusqu'à présent, rien ne permettait de l'affirmer. Après plusieurs campagnes de prospection, Nicolas Caux choisit la péninsule de Poiké comme terrain d'investigation. Cette zone protégée, inaccessible aux touristes, est la plus éloignée de la ville de Hangaroa, où se situait le premier site de fouille. La ville actuelle, c'est d'une création moderne. On sait que les Pasquois habitaient sur tout le pourtour de l'île. Donc on s'est beaucoup promené sur cette île. Et on cherchait des monuments anciens, c'est-à-dire des lieux susceptibles d'avoir une bonne stratigraphie pour trouver des monuments anciens par-dessous. Alors ici, sur la côte, en bas d'une superbe pente, on avait toutes les chances d'avoir une bonne sédimentation. Donc c'est le premier aspect qui nous intéressait. Ce n'était pas la beauté du monument ou le fait que ce soit loin ou près de la ville, c'était les possibilités archéologiques et sédimentaires. Et le monument est très en ruine parce qu'il est à flanc de falaise et qu'il y a un effondrement tout à fait naturel de la façade arrière. Mais en même temps, la façade avant était parfaitement préservée et a servi de butoir à tout un écoulement de sédiments qui a enfermé toute une histoire de l'île de Pâques. Cette histoire, c'est celle de la construction successive de 3 monuments. De véritables séquences entrecoupées de périodes d'abandon puis de reconstruction, comme si les différentes générations de villageois avaient successivement utilisé puis délaissé ce lieu. Mais le plus surprenant, c'est que les monuments, même les plus anciens, semblent avoir été partiellement démontés, peut-être pour transporter ailleurs certains éléments les plus précieux. Pour les 2 monuments les plus anciens, et même pour le plus récent ici, on a retrouvé les terrasses qui sont maintenant enfouies sous les sédiments, et ces terrasses possédaient encore quelques grands galets, et une partie de ces galets manquait, on en trouvait les négatifs. Aucune statue non plus n'est associée au monument. Donc il y avait un démontage régulier, mais pas complet, jamais complet, de quelques éléments. Il y avait systématiquement un dépôt de scories rouges entre chaque monument, c'est un geste volontaire aussi, et tout ça n'avait non seulement rien à voir avec un moment particulier qui serait une crise, c'était étalé en cours de 3 siècles, et en plus ne correspondait pas à des gestes de violence. En fin de compte, ces monuments étaient terriblement provisoires. Ils pouvaient résister 2 à 3, maximum 4 générations, donc même pas un siècle. Et au-delà de ce laps de temps, ces monuments étaient démontés, on allait l'installer sans doute plus loin, on emportait les choses essentielles, et 3-4 générations plus tard, on revenait à l'endroit qui avait été abandonné précédemment, et on refaisait un nouveau monument. Donc c'est une découverte assez étonnante. Ces monuments n'étaient absolument pas construits pour l'éternité, absolument pas pour défier le temps, mais correspondaient à la durée de vie d'un village en fonction de la fertilité ou de l'épuisement des sols. Non seulement cette séquence était une nouveauté,
On n'avait jamais soupçonné ça auparavant, mais ça permettait de se poser beaucoup de questions en réalité. Tiens, les monuments sont provisoires, tout compte fait, ceux que l'on voit partout sur l'île en ruine, sont-ils vraiment des ruines? Sont-ils pas du démontage, comme ceux que nous avions fouillés, et ainsi de suite. Année après année, l'équipe de Nicolas Caux poursuit ses recherches. Elle a maintenant la preuve que les monuments et leurs statues étaient régulièrement démontés et déplacés. Mais qu'en est-il de ces Aou dont les statues semblent avoir été violemment renversées? Pour tenter de comprendre le destin de ces géants, l'équipe archéologique commence une nouvelle fouille. Donc, on vient d'entamer la fouille de l'Aou Téniou. Niou, c'est le cocotier. Donc c'est l'Aou du cocotier. Ben, c'est un nom moderne, évidemment, qui se trouve sur la côte ouest, au nord de la ville d'Angaroa. Et donc nous avons entamé une exploration de ce monument parce qu'il présentait un double avantage. Il était dans un endroit où on pouvait espérer une bonne sédimentation pour les phases anciennes, puisqu'il était en bas d'une pente qui a servi de jardin agricole, donc on peut avoir une bonne sédimentation qui a enfermé les vestiges. Et puis aussi, ce qui était visible en surface présentait déjà plusieurs statues dans des situations tout à fait variées. Parmi l'équipe pluridisciplinaire, Morgane Dedapper de l'Université de Gand est chargée d'une mission particulièrement importante. Je travaille ici dans un projet archéologique, mais je ne suis pas archéologue. Donc je suis de formation géographe, physicien, géomorphologue. Donc ça c'est quelqu'un qui étudie les formes de relief de la Terre. Et depuis un certain temps, je me suis spécialisé dans la géoarchéologie, donc l'application de la géomorphologie dans les recherches archéologiques. Alors la géomorphologie est une science évidemment tout à fait intéressante parce qu'elle va non seulement expliquer les conditions d'enfouissement, mais tous les processus, toute la dynamique qui a permis cet enfouissement. Processus qui peuvent être d'ordre naturel, ruissellement, creusement de vallées, transformation des roches, etc. Mais aussi tous les processus anthropiques. Donc pour moi, ça c'est anthropique, niveau ici. Oui, ça aussi. Ça c'est naturel. Voilà, ça c'est naturel. Aujourd'hui en archéologie, travailler sans les sciences de la Terre devient impensable. Il s'agit de comprendre vraiment dans le détail toutes les conditions d'enfouissement des vestiges. Avec éventuellement un mélange d'un apport anthropique. Le premier travail du géomorphologue va être évidemment de comprendre la totalité de l'histoire naturelle du site. Donc pour ça, ce géomorphologue a besoin de descendre jusqu'à la roche-mère, là où on voit le début de la décomposition des roches, pour essayer de comprendre toute une séquence et repérer à l'intérieur de cette séquence naturelle, d'abord connaître son amplitude, connaître donc son délai chronologique et ainsi de suite, et retrouver à l'intérieur de cette séquence les anomalies qui sont dues à l'occupation humaine. C'est parfois un énorme travail, il faut creuser à plusieurs mètres de profondeur, mais il faut évidemment connaître l'entièreté du contexte naturel pour pouvoir repérer quel est l'impact ou l'influence de l'humain, de la population humaine, sur cet environnement. La géomorphologie permet aussi de se faire une idée de l'histoire ancienne de l'île, dont les quelques 170 km² sont entièrement d'origine volcanique. En surface, il n'y a pas de cours d'eau car la roche est trop poreuse, mais certains cratères forment d'immenses réservoirs d'eau douce. Les parties les plus anciennes, comme la péninsule de Poïké, sont apparues il y a 1 million d'années, alors que les coulées de lave les plus récentes datent d'à peine 2000 ans. Dans cette lave refroidie, on peut retrouver les traces d'une végétation luxuriante, comme ces négatifs de troncs de palmiers qui démontrent l'importance du couvert forestier. Alors, que s'est-il passé ? Les Pascuans ont-ils abattu tous les arbres pour transporter les statues ? Les chercheurs français Catherine et Michel Orliac ont récemment étudié l'évolution de la flore et du climat de l'île. Nous reconstituons l'évolution de la flore depuis l'arrivée des hommes par les charbons, les végétaux carbonisés contenus dans les fours culinaires des Pascuans. Par la même occasion, bien sûr, ça nous donne un cadre chronologique puisque nous datons les charbons que nous déterminons.
Donc nous sommes sûrs de l'adéquation entre la flore qui est reconstituée et le cadre chronologique de cette reconstitution. Pour Michel Orliac, une destruction de la forêt provoquée uniquement par l'action de l'homme semble peu probable, contrairement à ce que l'on raconte habituellement. Il y a un paradoxe, parce qu'on attribue à ces gens la disparition de la forêt. C'est assez étonnant de la part de marins, et encore plus étonnant de la part des marins les plus extraordinaires que la Terre ait portés, puisque ce sont ceux qui ont transporté leur société le plus loin que l'homme l'ait transporté. Une marine polynésienne, c'est quelque chose qu'on entretient. Et ceci suppose donc la gestion d'un stock de bois et l'entretien d'un stock de bois et d'arbres suffisamment grands pour fournir des planches pour faire de grands navires. Dans les restes végétaux des fours de cuisson, Catherine et Michel Orliac ont pu identifier 23 espèces d'arbres, arbrisseaux et arbustes. Mais au milieu du XVIIe siècle, toute trace de cette flore disparaît pour faire place à de l'herbe et quelques espèces cultivées pour des raisons alimentaires et utilitaires. Pour expliquer la disparition qui est réelle de toute cette flore ligneuse entre 1650 et 1722, puisque c'est là que ça se situe, c'est un phénomène brutal, et ça nous l'avons démontré avec Cathy, il faut trouver une raison globale, une raison générale. La seule raison générale capable de faire disparaître des végétaux, c'est la sécheresse. Des recherches sur les massifs de coraux en Nouvelle-Calédonie montrent qu'il y a eu 2 périodes de très grande sécheresse dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, dues au phénomène El Niño. Or, il semble que l'impact climatique d'El Niño soit identique en Nouvelle-Calédonie et à l'île de Pâques. Donc, et là c'est une hypothèse, il n'est pas impossible que la grande sécheresse qu'on observe vers le milieu du XVIIe siècle en Nouvelle-Calédonie, et qui est un fait, qui n'est pas une hypothèse, se retrouve de la même façon à l'île de Pâques, où se situe la disparition des végétaux ligneux, c'est-à-dire des arbres et des arbustes. Au sud-est de l'île, le volcan Rano Raraku domine le paysage. C'est de cet endroit magique, aujourd'hui fréquenté par les chevaux sauvages, que fut extraite la majeure partie des statues géantes qui parsèment l'île. Pour les Polynésiens, cet immense cratère et la pierre qu'ils en tiraient étaient chargés d'une force mystique. Le pouvoir de la représentation des ancêtres était lié non seulement à leur image statufiée, mais aussi à la matière dont elles étaient faites. Paradoxalement, cette roche tendre et facile à sculpter est particulièrement friable et peut éclater au moindre choc. L'une des grandes énigmes de l'île de Pâques a toujours été la question du transport des Moaïs. Comment un peuple vivant à l'âge de la pierre a-t-il pu transporter intactes ces gigantesques statues d'un bout à l'autre de l'île ? Les parois intérieures et extérieures du volcan contiennent encore de nombreux Moaïs dressés, les seuls retrouvés debout à la fin du XIXe siècle et les plus grands jamais sculptés. Pour de nombreux observateurs, ces statues étaient prêtes à partir vers leur lieu de destination le long des côtes lorsque la carrière fut soudainement abandonnée. Donc il y a toujours cette idée de Moaïs achevés, prêts à partir vers des monuments. Mais le problème, c'est que la plupart de ceux qui sont vraiment achevés ici sont plantés et sont dans des dimensions assez inimaginables. Mais de nouveau, c'est le point de départ qu'il faut. On est parti des seuls exemplaires dont on est sûr qu'ils n'ont jamais été transportés pour essayer d'imaginer le transport des autres. Alors dans l'absolu, je ne sais pas du tout comment on transportait les statues, celles qui sont vraiment dispersées sur le pourtour de l'île, mais en tout cas, je crois qu'il faut être raisonnable, elles ont vraiment été transportées, et il est fort possible
qu'elle n'ait pas été transportée absolument terminée. Il faut plutôt imaginer qu'on transporte des blocs plutôt que ces statues debout entièrement terminées, bien entendu. Donc il est fort probable que la finition se faisait sur le Haou lui-même. Je ne peux l'affirmer que pour les 2-3 monuments dans lesquels nous l'avons trouvé en fouille, je ne peux pas l'affirmer pour tous, mais il est fort possible que le détail des mains, du pagne, etc. était terminé sur place, ce qui est d'ailleurs assez logique quand on voit sur certaines statues la finesse de ce genre de détail. Après un transport relativement compliqué, d'une vingtaine de kilomètres pour certaines, ça paraît difficilement crédible. Sur les sites qu'il a fouillés, Nicolas Caux a retrouvé de grandes quantités d'éclats de ce tuf jaune dont sont constituées les statues. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que le transport de pierres de telles dimensions semble extraordinaire. Il est bien certain que des transports de blocs aussi grands que les statues ici, aussi lourds, parfois même plus impressionnants encore, ont existé ailleurs dans le monde. L'exemple que je connais le mieux, c'est celui que j'ai étudié, c'est celui du mégalithisme européen qui se développe dès le 5e millénaire avant notre ère jusqu'aux alentours début du 3e millénaire, donc c'est une période relativement longue. On a pu là en Europe faire toute une série de reconstitutions, d'expérimentations. Et on s'est rendu compte que ce transport de blocs, ce n'est pas des statues, évidemment il n'y a pas tous les détails nez-oreilles, c'est des blocs plus bruts, mais ce transport de blocs, même de plusieurs tonnes, ne posait absolument pas de problème à condition qu'on lui mette un minimum de temps. Après tout, si on part de ce genre de principe, transporter une statue ici à l'île de Pâques, pour faire la plus grande distance, un peu plus de 20 km, on peut imaginer qu'un mois, 2 mois, 3 mois maximum pour transporter une statue. Soyons sérieux, ce n'a rien d'un travail invraisemblable. Selon des légendes recueillies au début du XXe siècle, la disparition de la forêt aurait engendré une terrible famine, provoquant une guerre impitoyable pour la survie. Ce serait donc la famine qui serait à l'origine du déclin de la civilisation pascuane et de la destruction des Moaïs. Récemment, certains scientifiques ont évoqué l'aspect famélique des statuettes en bois de l'île de Pâques pour renforcer cette hypothèse. Alors, nous avons ici un des thèmes les plus célèbres de la sculpture pascuane. Il s'agit de ce qu'on appelle les Moai Kava Kava. Les Moai, c'est toujours l'image de l'homme. Kava Kava, ce sont les côtes de la cage thoracique. Donc, littéralement, ça veut dire l'homme-côte, l'homme dont on voit les côtes. Pourtant, il est bien en chair. Que ce soit ses jambes, son sexe, son ventre, ses bras, son visage, tout ça est parfaitement en chair. Et enfin, cette statue-ci, qui est assez exceptionnelle, a pu être datée il y a quelques années. On a pu faire un petit prélèvement du bois et on peut estimer aujourd'hui que cette statue a été sculptée au XVe siècle, c'est-à-dire bien avant le maximum de la dégradation de l'environnement, donc bien avant toute possibilité de famine, si jamais il y a eu une famine. Ça, c'est encore une chose qu'il faudrait prouver. Le déboisement de l'île n'entraîne pas systématiquement une absence totale de nourriture, puisque les Polynésiens sont des agriculteurs et que le déboisement n'empêche pas évidemment de continuer à cultiver. Les Polynésiens étaient surtout des cultivateurs de légumes et d'arbres fruitiers. Pour compenser l'absence de couverts forestiers, les Pascuans utilisèrent astucieusement les particularités géologiques de leur île, comme ces tubes de lave effondrés, véritables tranchées naturelles au fond desquelles ils ont planté leurs légumes et arbres fruitiers, permettant aux racines de rester à l'ombre et à l'humidité, tout en disposant de lumière pour le feuillage. Ils élevaient aussi des volailles qu'ils avaient emportées avec eux sur leurs immenses pirogues. Ils ont également développé sur des dizaines d'hectares des champs protégés par des pierres volcaniques poreuses. Par endroits, des systèmes de protection artificielle que l'on appelle les manavai abritent une superficie très réduite sur laquelle on fait croître les végétaux les plus fragiles. Malgré l'absence de forêt, les Pascuans disposaient en abondance d'une alimentation parfaitement équilibrée, comme ont pu le constater les premiers navigateurs occidentaux qui venaient se ravitailler sur l'île. Déjà Roquevaille, en 1722, admire les champs. Il reçoit beaucoup de nourriture d'ailleurs en cadeau pour repartir. Il en refuse parce qu'il en reçoit trop. Il finit par prendre quelques poulets, quelques régimes de bananes. Mais tous
à travers le XVIIIe siècle, vont décrire une agriculture pas toujours très importante en surface, mais bien organisée. Finalement, c'est l'étude anthropologique qui vient confirmer les témoignages historiques. L'analyse d'échantillons d'ossements retrouvés sur l'île de Pâques permet de déceler un stress éventuel provoqué par la malnutrition. Depuis 2004, plus de 150 individus ont été étudiés par l'anthropologue Caroline Paulet. À partir des échantillons que j'ai étudiés et qui datent principalement du XVIIe au XIXe siècle, je peux conclure qu'il n'y a apparemment pas eu d'épisode vraiment grave de famine à l'île de Pâques. On n'observe pas des fréquences de marqueurs de stress qui sont vraiment importants. Et en fait, ces fréquences, elles sont comparables à celles qu'on observe dans d'autres îles du Pacifique. Et donc, il n'y a pas eu plus de stress apparemment entre le XVIIe et le XIXe siècle à l'île de Pâques qu'ailleurs dans le Pacifique. Alors, s'il n'y a pas eu de famine, qu'en est-il de la guerre et de la destruction violente des monuments ? Concernant les guerres intertribales qui auraient détruit tous les monuments de l'île de Pâques, se posent au moins deux problèmes. Les Pasquans ont été brutalement arrachés de leur passé. Et leur mémoire, évidemment, d'abord une reconstruction, leur propre interprétation de vestiges qu'ils ne connaissent plus nécessairement dans leur essence profonde. Le deuxième, c'est qu'effectivement les monuments ont l'air profondément en ruine, ils ont l'air tous détruits sur l'île de Pâques, mais lorsqu'on regarde de près, ces ruines sont terriblement organisées. Il s'agit d'abord d'un démontage systématique, organisé. Donc le problème n'est pas de savoir s'ils se sont battus, on n'en a aucune trace. Le problème est de savoir pourquoi ils ont démonté, les Pasquans ont démonté un jour leur monument. Dans certains haous, les statues semblent avoir été enfermées volontairement sous d'immenses amas de pierre. On a le mur du monument. On a à peu près ici avec les gros blocs le niveau de la terrasse, l'ancienne terrasse sur laquelle fonctionnait le monument, qui va jusque là, on a le coin là au bout, et puis on a une énorme rampe qui surmonte le tout, qui a été construite par la suite, dans lequel nous allons voir un certain nombre de statues, et de chapeaux de statues ont été enfermés. Et donc l'inhumation aussi, enfin inhumation entre guillemets, l'enfermement plutôt, pour être exact, des statues est quelque chose qui vient volontairement, parce que c'est un travail colossal que de rassembler toutes ces pierres, les accumuler, et c'est assez bien construit. Donc c'est vraiment un énorme empierrement qui clôture, qui ferme définitivement ce monument. C'est pas un phénomène unique au monde, il y a d'autres sociétés. Par exemple, le mégalithisme en Europe, entre le 5e et le 3e millénaire avant notre ère, avait aussi, pour ce qu'on appelle les dolmens, qui sont en fait des tombes, avait aussi cette idée qu'à un moment donné, il fallait clôturer l'usage. Ils avaient aussi des processus, soit on mettait les dalles de couverture, soit on construisait un paquet de pierres au-dessus, soit carrément des grands tumulus de terre qui prenaient un temps fou à construire, bien entendu. C'est pas la même chose peut-être ici, mais c'est comparable comme processus. Il y a un monument qui a servi et à un moment donné, on le clôture par tout de procédés qui sont relativement longs à mettre en œuvre. Notre problème maintenant, c'est de poursuivre des fouilles pour essayer de montrer les gestes précis par rapport à l'inhumation ou à la condamnation de ces statues de façon définitive. Sur le site de l'Aout-Téniou, les archéologues commencent à comprendre l'histoire de ce monument. Une statue couchée et enfouie sous un amas de pierres a été dégagée. Voilà. Alors, Serge. La grosse couche de Aniani. Oui, la poche de Aniani. Et en fait, au-dessus du bêta 2, oui, ça jouait. De temps en temps, tu demandes une petite épaisseur, là où c'est épais pour la couche de construction, sur lequel vient le Aniani. Donc on peut faire d'abord seulement 2-3 points sur la couche de construction. Juste là, c'est parce qu'après, elle est vraiment déposée sur le bêta 2. Donc à 2,60 m. Ce site a connu une histoire assez longue. On a d'abord une toute première occupation qui est marquée par le sol brûlé, ici tout à fait en bas, qui est un brûlis de déforestation. Sol sur lequel nous avons trouvé des traces de trous de poteaux, dont on ne connaît pas encore la signification. Mais sur ce sol, un premier monument a été construit. Ce monument a servi par la suite de fondation pour un monument postérieur,
On a rhabillé ce monument ancien avec de très belles dalles pour faire un monument plus moderne. On commence à beaucoup mieux voir la structure de soubassement de la statue, qui repose sur une accumulation de pierres préparées à l'avance. Elle repose vraiment dessus. Il est bien certain que cette dalle-ci a d'abord été mise, puis la statue, et puis qu'on a fait du calage entre les deux, par exemple. Parce qu'avant d'abattre la statue, on ne sait pas exactement à quelle hauteur elle est arrivée, donc il y a tout un petit muret de calage. On voit aussi que cette dalle ne tient pas la statue, donc elle est un peu basculée d'ailleurs. Elle est allée s'appuyer contre par la suite. Mais on voit que tout ce cailloutis est préalable au dépôt de la statue. Bon, nous n'avons pas la peine d'aller plus loin. Sous la statue, les archéologues ont mis au jour un caveau funéraire. Et ici, à partir du moment où il y a une dalle de couverture sur laquelle repose directement la statue, très clairement le caveau a été construit au préalable. Donc c'est un cas particulier où le caveau a d'abord été construit, apparemment, on va chercher les dernières preuves, mais apparemment c'est d'abord le caveau qui est construit et puis la statue posée dessus. Petit à petit, l'équipe de Nicolas Coe commence à comprendre les différentes phases de ce monument. Une grande dalle bloque l'accès au caveau. Peut-on la retirer sans risquer un éboulement? Mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de l'enlever, tu vois. C'est vrai. Si? Il a déjà enlevé. La voie est libre. Les archéologues peuvent continuer à progresser sous la statue. Le caveau contient les ossements de plusieurs individus, au moins 6 dont un enfant. Mais comme souvent, les squelettes ne sont pas complets. Ce type d'inhumation n'existe que depuis le XVIIe siècle, ce qui marque un changement important dans les pratiques funéraires. Auparavant, les corps étaient brûlés et les cendres dispersées devant la houe sous le regard des Moaïs. Voilà, donc chaque forme, sans doute un des plus beaux caveaux de l'île de Pâques, puisque les murs sont parfaitement verticaux avec des dalles régulièrement façonnées. Le plafond est fait de dalles aussi tout à fait façonnées. Ce sont des dalles manifestement récupérées de l'ancienne plateforme et disposées fait le caveau. Et en plus cet escalier d'accès, escalier, ces degrés qui permettent d'accéder au caveau, c'est tout à fait étonnant. Et il y a très clairement ici intention, le caveau a été construit pour recevoir la statue comme couvercle. Et puis il y a à nouveau une phase d'abandon que l'on voit légèrement ici au-dessus de la tête de la statue. Phase d'abandon, c'est une sédimentation naturelle, formation du sol, de la steppe contemporaine. Et puis seulement, encore un retour sur le site pour déposer toutes ces pierres par-dessus. Et tout le site va être recouvert de pierres pour définitivement clôturer, fermer ce gisement. Il est très clair que si on avait voulu simplement détruire le monument ou se débarrasser des statues, il n'était pas question d'utiliser des procédés aussi complexes. Et donc, il ne s'agit pas de détruire, il s'agit peut-être de transformer le rôle de ces monuments. Dans l'histoire de l'effondrement, l'hypothétique effondrement de la civilisation de l'île de Pâques, où les monuments ont été mis en ruine, il y a également tout le problème du volcan Carrière, le Rano Raraku, où on remarque des dizaines de statues qui sont encore là, qui sont d'ailleurs plantées dans le sol, mais également une quantité très impressionnante d'ébauches de statues qui ont l'air non achevées. À bien y regarder, de nouveau, c'est une sorte d'illusion.
toutes ces statues, qu'elles soient terminées ou encore à l'état d'ébauche, ne sont pas les mêmes que celles qui ont été transportées les siècles précédents à travers l'île. La plus grande différence, ce sont les yeux. Les statues transportées à travers l'île et qui ont été un jour dressées sur les autels ont des cavités pour permettre des incrustations pour figurer les yeux. Incrustations souvent faites, on en a retrouvé 2-3, avec du corail et la pupille en obsidienne ou en scorie rouge. Les statues du volcan Carrière ont un grand biseau qui marque leur visage, mais dans lequel on ne sait mettre aucune incrustation. Comme si ces statues, on les avait obligées d'être aveugles. L'autre différence, c'est que même si elles sont très grandes, plus grandes que les autres, elles sont beaucoup plus minces. Ce sont une sorte de feuilles, à part le visage qui peut avoir une grande proéminence, surtout le nez. L'arrière, c'est une feuille, c'est très plat, et ça donne un sommet de la tête tout à fait étroit et impossible de déposer dessus ces grands chignons qu'on voit sur les autres statues, les grands chignons faits en scorie rouge. On appelle ça chapeau, chignon. En réalité, ça s'appelle en polynésien des pukao, ce qui veut dire le chignon, hein, très clairement. Et ces statues sont donc aveugles et ne peuvent plus recevoir leur coiffure. Ensuite, sur les statues très grandes, beaucoup plus grandes que celles qu'on n'ait jamais transportées à travers l'île, certaines dépassent les 10 à 15 mètres de haut. Et s'ils les ont fait si grandes, c'est parce qu'ils savaient qu'ils ne les déplaceraient pas à travers l'île. Pourquoi ne voulaient-ils plus les déplacer? Parce qu'il n'y avait plus de bois? On pouvait se permettre de la surenchère, c'est une hypothèse. Ou simplement, il y avait d'autres raisons. On peut faire des grandes statues parce que c'est ici qu'on veut les laisser. Pourtant, par endroits, il semble que les sculpteurs aient abandonné leur travail. Oui, il y a toute une série de statues réputées non achevées, mais si on les regarde bien, quelques-unes pourraient franchement être terminées, bien entendu, elles ont l'air effectivement inachevées, mais il y a toute une série aussi, et pas la moindre, où on voit très bien qu'on ne saurait pas terminer le travail. On a une esquisse, une ébauche, ou une partie de statue déjà terminée, mais qui s'en va dans une veine où on ne peut pas la continuer, parce qu'une autre est déjà sculptée perpendiculairement, ou bien parce que quelques mètres après le menton, quelques centimètres plutôt après le menton, on a déjà une faille dans le rocher. Donc il y a toutes sortes d'invraisemblances si on imagine que toutes les ébauches qu'il y a ici dans ce volcan Carrière, du Rano Raraku, étaient dessinées et terminées. Ça, c'est invraisemblable. Il y a un illogisme. Or, on a affaire à des gens ici qui ont sculpté des centaines de statues, qui ont une expérience. Ils en ont transporté des centaines à travers l'île. Ils savent ce qu'ils font. Et donc, ce serait de toute façon étonnant qu'un beau jour, ils se mettent à ébaucher des statues là où c'est pas possible de les terminer ou pas possible de les extraire. Ce serait faire mépriser, évidemment, quelques siècles d'expérience qu'ils avaient auparavant. Donc, tout ça me donne l'idée qu'ils ont vraiment voulu humaniser une partie de ces falaises. Ce qui comptait, c'était de dessiner des statues ou de les esquisser, ou même parfois de presque les terminer, mais dans des endroits où il n'était pas question de les extraire. Le Rano Raraku serait-il alors devenu une sorte de sanctuaire rassemblant tous les ancêtres? Pour connaître la signification de ce volcan, le premier point d'accroche, évidemment, c'est qu'on prend la chronologie. De quand datent toutes ces productions? Est-ce qu'on est avant, après, pendant l'usage des haous? Il y a très très peu d'éléments qui permettent d'affirmer quoi que ce soit d'un point de vue chronologique, si ce n'est que la plupart des statues inachevées sont dans des veines où on voit qu'il y a eu d'autres enlèvements de roches, donc on a l'impression que c'est la fin de l'usage du volcan Carrière. Donc ça semble postérieur aux statues qui ont été transportées. Qui plus est, toutes les statues terminées qui sont plantées, ne fût-ce qu'à l'extérieur du volcan, empêcheraient de descendre de nouvelles statues. Elles font barrière, hein. On essaie de descendre sur les falaises une statue et puis on va buter contre toutes les statues qui sont en bas, qui sont plantées dans le sol. Donc il semble bien qu'on soit ici dans une phase terminale. Et il y a un dernier tout petit élément, mais il est un peu mesquin, mais il existe. Il y a une des statues ici en bas sur lequel est gravé un bateau, manifestement un 3-mâts, un bateau occidental. Et ce bateau n'a été vu qu'après creusement du sédiment qui emballait cette statue. Ça veut dire qu'on est ici dans quelque chose d'assez récent, puisque une statue enterrée portait déjà l'image d'un bateau tel que les Pasquois ont pu en découvrir au XVIIIe siècle. Un peu partout, sur le pourtour de l'île, on peut voir des statues couchées loin de tout monument, comme si elles avaient été abandonnées soudainement en cours de transport. Comme pour le volcan Carrière, la légende raconte que la guerre tribale aurait soudainement interrompu le déplacement de ces statues vers leur monument de destination. Il en existe près d'une centaine, mais elles n'avaient jamais été fouillées. Avec l'aide de Claudio Cristino et son équipe, Nicolas Coe entreprend l'étude d'une de ces statues abandonnées.
Et c'est la surprise. Ils mettent au jour une fosse d'érection creusée dans la roche basaltique. Cette statue était donc bien à son emplacement prévu. Elle était enchâssée dans cette fosse et a par la suite été volontairement couchée, comme les moaïs des Aous. Il semble donc que toutes les statues, en dehors du Rano Raraku, aient été soigneusement déposées. Peut-on alors parler d'un changement de tradition ou de culte généralisé ? L'hypothèse est d'autant plus intéressante qu'on voit apparaître à la fin de l'histoire de l'île de Pâques, quand je dis la fin de l'histoire de l'île de Pâques, c'est peut-être à partir du XVIIe siècle, le culte au dieu Makemake. Ils n'ont pas inventé à ce moment-là le dieu, mais ils ont organisé un culte très particulier pour lui à cette époque-là, culte que les premiers missionnaires connaîtront encore au XIXe siècle, donc on a des témoignages directs, et ce dieu est essentiellement représenté par ses yeux. C'est le regard là qui importe. Et on a l'impression que le regard passe d'une entité à une autre. Les ancêtres ont le regard, ils font tourner le monde, et puis on leur confisque les yeux, ou bien on les rend aveugles en empêchant les statues d'avoir des cavités pour incruster les yeux. Et c'est le dieu Makemake qui obtient le regard. Alors, le Makemake est abondamment représenté sur l'île de Pâques. C'est une des images les plus flagrantes aujourd'hui dans l'art rupestre, souvent représenté seulement par ses yeux, ou représenté par son substitut, l'homme-oiseau, qui est un personnage désigné annuellement par un concours assez dangereux et assez violent d'ailleurs. En saison régulière, la population de l'île de Pâques se réunissait en haut d'un des volcans, le Ranokau, qui est le volcan qui aujourd'hui possède le plus grand lac, c'est un cratère devenu un très grand lac. Sur la corniche de ce volcan, entre le lac du cratère et la mer, un petit village a été construit, le village de Orongo, des maisons en pierre sèche. Et là se groupait la majorité de la population de l'île, et chaque clan, chaque tribu pouvait envoyer un compétiteur qui devait descendre la falaise jusqu'à la mer, traverser un petit brin de mer pour atteindre un îlot, l'îlot de Motunui. Et sur cet îlot, ces compétiteurs attendaient les oiseaux migrateurs et gagnaient le concours, le premier qui trouvait le premier œuf de l'année et qui le ramenait jusqu'au village d'Orongo, donc retraverser le bras de mer, réescalader la falaise et arriver dans ce village d'Orongo pour montrer l'œuf. Cette île est très importante parce qu'elle contient 21 grottes, dont certaines sont ornées. Donc on a pas mal de gravures et de peintures rupestres sur cet îlot. Et bien entendu, il y a toute la richesse, l'avifaune, donc les différentes espèces d'oiseaux qui nichent sur cet îlot. L'homme qui parvenait à ramener le premier œuf était nommé homme-oiseau pour 1 an. Son pouvoir était très étendu car il pouvait mettre ou lever des tabous. Ce pouvoir, remis en cause à chaque nouvelle compétition, il le tirait du dieu Makemake dont il était le représentant. La figure principale que l'on retrouve dans ces grottes, à la fois en forme de peinture, en haut relief, mais aussi en gravure, c'est le masque de Makemake, dont l'importance est surtout les yeux, des yeux qui regardent vraiment de manière très fixe. Masque que l'on trouve également en très grande abondance sur le site d'Orongo, donc en haut de la falaise, et également sur les dalles, ce qu'on appelle les papas, ces dalles volcaniques, où le masque est gravé en abondance, notamment à Tangariki. Les Pascuans auraient donc connu une lente transformation de leurs croyances et pratiques religieuses, peut-être depuis la disparition de la forêt. Les géants de l'île de Pâques appartenaient-ils déjà à un culte révolu ? Le problème, c'est d'abord de savoir ce que représentent ces grandes statues. On se rend compte que les sociétés polynésiennes sont essentiellement basées sur les cultes d'ancêtres. Ce sont les dieux qui ont créé le monde, qui ont créé les hommes et l'ordre du monde, mais la gestion du monde est confiée aux ancêtres. Et constamment, les sociétés polynésiennes ont besoin de leurs ancêtres pour fonctionner. Ce qui donne des sociétés très éclatées, puisque les ancêtres travaillent pour leur lignage, leur descendance, bien entendu. Et donc, on a des sociétés relativement morcelées, des clans familiaux qui travaillent pour eux-mêmes. Et donc, à ce moment-là, les grandes statues, on les voit d'ailleurs à l'île de Pâques, sont transportées à travers l'île, montées sur des hôtels, et ces hôtels correspondent grosso modo à la répartition des villages. Donc, on a très peu de doutes sur le fait que ces statues représentent réellement
non pas l'ancêtre lui-même, mais une sorte d'idée de l'ancêtre dans lequel on peut faire venir l'esprit des ancêtres lorsqu'on a besoin de dialoguer avec eux. Les statues du volcan Carrière, qui sont d'un type un peu différent, ont toutes les chances de représenter la même chose, si ce n'est qu'elles ont sans doute été faites à une époque où on n'a plus tellement envie de dialoguer avec les ancêtres. Et donc, on ne les transporte plus vers l'endroit où se trouvent les descendants. Elles sont toutes rassemblées dans ce volcan Carrière, un peu comme les chrétiens ont fait avec les saints. Les saints sont les super morts qui n'appartiennent pas à leur descendance, ils appartiennent à tout le monde. Et peut-être que ces ancêtres enfermés dans le volcan Carrière sont peut-être ces gens de super morts qui ne peuvent plus agir, ou en tout cas qui n'appartiennent plus à un lignage en particulier, qui sont des choses plus générales et qui permettent donc de globaliser à un moment donné la vie politico-religieuse, sociale de l'île de Pâques. Lorsque l'on visite l'île de Pâques, on voit toutes ces statues qui sont sagement rangées, parallèles les unes aux autres, devant leur pierre socle. Seulement, elles ne sont plus debout sur le monument, elles sont couchées devant leur support, face contre terre, et, pas systématiquement, mais sur plusieurs monuments, non seulement on les couche, mais on ajoute tout autour un énorme amas de pierre qui permet vraiment de les enfermer. Donc ces statues n'ont pas été basculées pour des problèmes de rivalité ou de mésentente ou de chaos sur l'île, mais ont été déposées et inhumées, dans certains cas, pour des raisons idéologiques. Les ancêtres n'avaient sans doute plus bonne presse, les ancêtres devenaient quelque chose d'encombrant. Il a fallu changer l'ordre du monde, donc on a condamné ces ancêtres. Donc il semble bien que les ancêtres aient été à un moment donné remplacés par les dieux.